Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Là, je vous rappelle qu'on est en pleine période des renouvellements de baux. C'est pour ça qu'on en parle, parce qu'il y a beaucoup de locataires qui ont reçu des avis d'augmentation de loyer bien au-delà de la suggestion du tribunal administratif du logement là, qui disait on recommande autour de 5,9. Évidemment, c'est pas coulé dans le béton. Ça peut être plus, ça peut être moins aussi. Rare que ça soit moins, mais il y a quand même des gens là, qui ne reçoivent pas d'augmentation de loyer, même si je vérifiais encore ça hier, 85% des locataires reçoivent des augmentations de loyer. Alors, on part de ce principe-là. Là, les gens qui veulent contester, il y a le TAL. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou, Louis, vous l'avez entendu avant la pause, il dit y aller, c'est aussi peut-être se mettre dans le trouble, ce qui n'est pas normal. Est-ce que les locataires sont pénalisés s'ils font une demande de fixation de loyer au tribunal du logement? Avouez que ça n'a juste pas de bon sens si c'est le cas. Et on a d'ailleurs Kelly, qui est une auditrice, qui nous appelle. Bonjour Kelly, vous avez fait... Oui, bonjour. Bonjour, bon, vous avez essayé, vous êtes allé au TAL? Ah, moi, faudrait pas que je donne mon nom de famille. Ben, j'ai un gros dossier. C'est vrai? Ouais. Avez-vous remarqué qu'on est pénalisé? C'est ça que vous vouliez me moi, dire? Ça me dérange pas d'être pénalisé. J'ai pas. Moi, présentement, probablement, j'aurais plus besoin du TAL, là, pour probablement le reste de ma vie, je l'espère. Mais les demandes au TAL, ça paraît bien sur le site web, OK? Tu sais, ça a l'air facile, mais depuis que c'est changé du tribunal administratif au TAL, moi, j'ai eu à naviguer là-dedans, faire des demandes. Puis les demandes, faut ça toujours dans les délais. Moi, j'ai dû faire plein d'appels, puis je suis bonne là-dedans. Là. J'ai dû faire plein d'appels pour savoir le délai, parce que là, on t'envoie un document, puis là, on dit t'as 21 jours. J'ai un chat dans la 30 jours, en fait, c'est 30 jours. Faut dire aux gens. Non, mais il y a d'autres choses. Là. Quand tu envoies des documents, là, on va te dire, okay. Là, mettons, là, je m'en sais pas tout par cœur, tu as peut-être raison, là, 30 jours. Bon. Là, si tu n'envoies pas le document à temps, il te débarque, là. Fait que là, faut te faire des appels. Moi, le truc que j'ai trouvé, c'est d'appeler, d'avoir une préposée qui me répond, là, qui me dit, OK, oui, je vois dans votre dossier qu'il faut que vous répondiez avant telle date. OK, oui. Mm-hmm. Bon, là, mais tu sais, il faut t'appeler quelqu'un qui travaille, là, puis qui a des leaks. Mais vous avez tellement raison, Kelly. Là, il faut, à partir du moment aussi, ça, c'est l'autre affaire que vous amenez, merci beaucoup. À partir du moment où on décide là, que on embarque là-dedans, là, c'est un aria, là. Préparez-vous, parce que comme Kelly vient de nous l'expliquer, c'est quelque chose. Là, il faut d'abord y aller, il faut répondre, il faut remplir le formulaire, il faut payer aussi, c'est pas gratuit. Puis là, il faut se préparer à présenter une défense, parce que ça reste un tribunal, ça le dit, tribunal administratif du logement. Alors, c'est pas rien. On a Bruno qui m'écrit « Je suis locataire depuis 3 ans au même endroit. Je suis un excellent locataire. J'effectue moi-même des travaux d'entretien du triplex au complet. » Mon Dieu, c'est magnifique. Jamais mon proprio entend parler de moi, sauf s'il y a une réparation majeure qui est nécessaire. J'ai reçu cette année une augmentation de 100 $, ce qui équivaut presque à 7,5 %. Hey, 7,5 %, là, c'est plus que le 5,9 %. Je pense que je vais commencer à l'appeler à l'avenir à chaque fois qu'il y a des travaux à faire. Bruno. Ben oui. C'est ça. Maintenant, c'est ce que les gens disent. Beaucoup de propriétaires aussi là, qui m'écrivent, qui me disent « Hey, c'est facile de chialer, les locataires veulent tous les avantages d'être propriétaires, mais ils veulent pas payer. À un moment donné, nos charges comme propriétaires augmentent sans arrêt. On n'est pas millionnaire. » Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, en voyant le 6 % là, j'avais peur de l'augmentation sur mon 1520 $ de loyer pour un 4,5 $. Oh mon Dieu! Oh, un 4,5 à 1520 $. J'espère que c'était un grand 4,5 $. Il dit, j'ai un proprio en or. Il m'a juste augmenté de 10 $. J'ai signé immédiatement. Exact. Quand tu vois ça, tu dis, bon, on va garder, on a des bons rapports, on garde ça. Avec moi, Adam Mongrain, il est directeur du volet habitation de l'organisme Vivre en Ville, qui a créé le premier registre des loyers au Québec. C'était en 2023, donc ça fait même pas 2 ans à peine. Et déjà, il y a plus de 20 000 logements là, dont on connaît le loyer. C'est donc un outil qui est quand même assez utile. Là. Adam, merci beaucoup d'être là. Vous êtes bien là? Adam, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, vous m'entendez? D'accord. Oui, je vous entends. On a également Maître Daniel Crespo-Villarreal, avocat chargé de cours en droit du logement à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour beaucoup. Merci beaucoup d'être là, Daniel. Merci.
Bonjour, merci pour l'invitation. Vos réactions à tous les deux, je commence avec vous, Adam. Quand vous entendez les locataires, leurs craintes surtout, parce que c'est ça qui nous préoccupe beaucoup ce matin, la question qu'on pose, est-ce que ça vaut la peine de contester? Beaucoup de gens craignent que ça les suive toute leur vie de locataire, qu'un propriétaire puisse, puis s'il le fait, là, c'est public, n'importe quel proprio aujourd'hui peut se renseigner sur son locataire. On comprend quand même l'idée, là, on veut être sûr que les gens soient fiables, que ce soit des bons locataires, parce qu'après, on sait qu'on peut être pris avec un mauvais locataire aussi. En même temps, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça vous offusque? Est-ce que vous trouvez que c'est normal que ça se passe comme ça? Je pense qu'au contraire, vous vous dites, ça n'a pas de bon sens, hein? C'est bien ça, Adam? Vous voyez clair dans mon jeu. Vous savez, je reconnaissais beaucoup de la réalité dans le témoignage de M. Resco il y a quelques instants. Il y a la théorie et la pratique. Et quand on regarde les documents, ce qu'on voit, c'est beaucoup la théorie. En effet, le ministère de l'Habitation a raison, on n'a pas le droit de faire de la discrimination, mais c'est extrêmement dur de prouver qu'on est victime de discrimination quand on n'a même pas la chance de signer un bail. Il y a plein de raisons pour lesquelles un propriétaire pourrait choisir un autre locataire. Puis, ce qu'on voit en ce moment, même dans les endroits où les propriétaires se parlent entre eux de leurs défis et de leurs opportunités de propriétaires, c'est que le recours au plumitif, le recours aux décisions rendues par le TAL est tellement pratique courante que un propriétaire, par exemple, qui va au TAL pour proposer une fixation de loyer pour son locataire parce que son locataire a refusé une hausse de loyer, bien, le propriétaire aussi a son nom dans les décisions rendues par le TAL. Et si ce propriétaire-là veut louer un appartement un jour, par exemple après un divorce, l'apparition de son nom dans les décisions rendues empêche les anciens propriétaires d'accéder à un logement locatif. Donc, les gens, ils se donnent même pas la peine de lire la décision. Dès que le nom apparaît, même si c'est le nom du propriétaire dans la décision, ça devient un facteur de discrimination pour accéder à un appartement. Donc, la pratique est extrêmement courante, puis ce que la loi fait à ce moment-là, c'est qu'elle ne fonctionne pas comme prévu. Donc, Et ça a toujours été comme ça? Ben, c'est beaucoup pire depuis qu'il y a beaucoup plus de compétition pour les logements. Maître Villarreal, comment vous justement, vous vous occupez de ce genre de cause? Vous en avez des locataires qui sont prises avec des enjeux parce qu'ils sont allés au TAL, ils contestent, et là, finalement, ça se retourne contre eux? Oui, bien sûr, c'est quelque chose de chronique. C'est sûr que la crise du logement exacerbe cette situation-là, cette situation de discrimination pour avoir exercé ses droits. L'article dont vous avez parlé, la 1899 du Code civil, interdit ce type de pratique. On ne peut pas refuser de contracter un bail de logement à quelqu'un qui a simplement revendiqué ses droits de façon juste et louable. Malheureusement, cet article existe depuis 20 ans, mais c'est qu'il est dans les faits et en pratique presque impossible à mettre en exécution. Comment prouver que la raison pour laquelle on a été écarté, c'est parce qu'on a déjà exercé nos droits, alors qu'il y a une file de 20-30 personnes pour louer le même logement au même prix. C'est-à-dire, dans une situation où il y a un déséquilibre dans le marché, c'est sûr que cette dynamique-là est exacerbée. Mais pas seulement, c'est une situation qui est chronique, là. C'est pas seulement en cas de crise de logement qu'on assiste à ce type de discrimination. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on voit. Et d'ailleurs, en tant qu'avocat, une de mes tâches, c'est d'expliquer les risques associés à tout recours. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui doit être dit à chaque locataire qui est client, de lui dire, écoute, ça se peut que si tu cherches un autre logement dans quelques années, ben ça te revienne dessus. Même si tu as raison. C'est-à-dire, même si dans le fond, tu es en train de réclamer des droits qui te sont dus, même si tu subis une situation d'insalubrité, de discrimination, de harcèlement, les firmes d'enquête vont simplement relever que ton nom est là, que tu as eu un dossier. Et même si tu n'aboutis pas à une décision, il est en 30 secondes facile de voir que tu as déjà contesté une hausse de loyer, même si celle-ci était abusive. Et ça, dans les rapports d'enquête de prêt pour les candidats de location, ben c'est un red flag, comme on dit, qui s'allume. Et oui, ça peut nuire. Et ça nuit. Vous avez fait, je suppose, des représentations vivre en ville, Adam, auprès de la ministre de l'Habitation. Madame Duranceau, là, pour essayer de la mettre au parfum de cette histoire qui n'est pas nouvelle du tout, mais là, quand vous l'expliquez, puis en ce moment, c'est tellement évident parce que le marché n'est pas du côté des locataires, là, comme viennent de le dire
Maître Villarreal, il y a une file. Là. Les gens, ils acceptent parce qu'ils se disent ça va me coûter plus cher de déménager. J'ai beaucoup de gens là, qui m'écrivent, qui me disent moi, j'ai fait le calcul, puis je vais l'accepter, la hausse, parce que ça me coûterait plus cher de déménager. Sans parler des gens là, qui sont inquiets de se faire carrément évincer. Les rénovictions, il y en a toujours en ce moment. Là. C'est-à-dire, tu quittes ton logement parce que ton propriétaire dit qu'il veut rénover. C'est comme si le marché, en ce moment, il n'est pas favorable aux locataires. Là. C'est vraiment le propriétaire qui a l'embarras du choix. Là. Il est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous savez, on a fait 2 grandes études avec Léger en 2023 et en 2024. Puis on posait des questions aux locataires qui n'ont jamais été posées avant, puis on a eu des nouvelles données. C'est là qu'on a appris, par exemple, que 80% des locataires, donc 8 sur 10, qui ne connaissent pas le montant qui aurait dû être écrit à la clause G. Donc, par exemple, vous parliez tantôt de l'obligation de la part du propriétaire de divulguer c'est quoi l'ancien prix, parce que on peut réclamer cet ancien prix-là quand on signe un nouveau bail, mais ça, c'est une autre loi qui est systématiquement ignorée. Et on a aussi appris que les locataires au Québec, à hauteur de 33%, donc 1 sur 3, répondent qu'ils accepteraient n'importe quelle hausse de loyer proposée par leur propriétaire. Un locataire sur 3? Locataire sur 3. Puis, ça va dans le sens de ce qu'on voit avec certaines des augmentations qui sont rapportées cette année, où il y a des gens qui reçoivent des augmentations de 100, 150, 200 $ et qui choisissent de dire oui. Parce qu'en effet, un coup qu'on sort de l'appartement où on a un droit de maintien sur les lieux, si on n'est pas évincé, on rentre dans un marché qui est extrêmement défavorable aux locataires. Puis pour, malheureusement, beaucoup de gens, ça vaut pratiquement le coût de dire on va couper dans les dépenses de divertissement, on va couper dans les dépenses peut-être même essentielles, on va aller à la banque alimentaire. On sait que les banques alimentaires servent de plus en plus de personnes pour au moins rester chez nous, accepter une hausse de loyer de 100, de 150 $, parce que si on déménage, ça va être l'enfer de se retrouver quelque chose au même endroit. En même temps, puis j'ai un commentaire de Samy qui est intéressant. C'est un propriétaire, puis je vais me faire un peu l'avocate du diable ici, vous me permettrez, Maître Villarreal, parce que ce que nous dit Samy, c'est je suis propriétaire et quand je loue un de mes logements, je m'assure de faire une enquête approfondie sur les futurs occupants. Dès qu'il y a contestation au TAL dans leur dossier, c'est directement un refus de ma part. Je passe au prochain. J'ai déjà vécu un cas au TAL avec un locataire problématique. Ça m'a coûté cher en frais d'avocat pour mettre fin à son bail. Il y a une rareté de logements. Je reçois même des surenchères d'offres pour louer mes logements. Je comprends ce propriétaire, voyez-vous, parce que, puis pour l'avoir déjà été, j'ai été les deux locataires propriétaires, comme bien des gens d'ailleurs. Hein, bon, et puis là, il y en a des mauvais locataires aussi. Puis pour un propriétaire qui est pas forcément, pour qui c'est pas une industrie, une business, là, puis une job à temps plein, mais plutôt une façon d'aider à garder son bien immobilier. Je pense à des propriétaires de duplex, des propriétaires occupants, là. On veut un bon locataire. Puis des fois, c'est pas juste parce que la personne a contesté un loyer qui avait juste pas de bon sens. Des fois, c'est parce que il y a des gens aussi, des locataires qui sont habitués au TAL, là, qui prennent des comprenez ce que je veux dire, là, qui sont des... Et puis des fois, c'est pour des raisons qui sont pas des contestations de loyer, mais juste des mauvais payeurs. C'est normal qu'un propriétaire veuille savoir si le locataire, il paye bien son loyer le premier du mois. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Maître Villarreal? Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça là, qui fait en sorte que le blâme n'est pas que du côté du propriétaire. Il y a aussi parfois des locataires qui n'ont pas d'allure. C'est sûr, et c'est tout à fait légitime de vouloir avoir un minimum d'historique sur la personne avec qui on va contracter, la personne avec qui on va avoir un rapport qui va être continu, mois après mois, qui va nous appeler s'il y a un souci, et dans lequel, en fait, on cède l'usage de notre bien à quelqu'un, on veut quand même qu'il en prenne soin. Ça semble tout à fait légitime. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans un espace de déséquilibre de marché, écoutez, le témoignage de Samy est très éloquent à ce niveau. Ouais. Il ne dit pas juste mais lorsque je constate qu'il y a eu une problématique d'insalubrité, une problématique parce que c'était un mauvais payeur, je l'écarte. Il dit dès que je vois qu'il y a une contestation, et ici ça pourrait être une contestation de loyer légitime. Tout à fait. Eh bien je l'écarte parce qu'il peut se permettre, et il le dit lui-même, je me permets ça. Donc je veux entre les lignes, ce que je lis, c'est pas juste je veux quelqu'un de respectueux, c'est que je veux quelqu'un de soumis et docile à qui je vais pouvoir augmenter le loyer comme bon me semble. Et ça, c'est la loi du marché. C'est un peu ça. C'est-à-dire que s'il a cet avantage-là, il est dans un rapport de force très avantageux à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est comme ça depuis au moins 20 ans, donc c'est pas vrai que c'est cyclique, c'est pas vrai que dans une période spéciale. Je veux dire, le rapport contractuel de la location en soi est un rapport asymétrique, est un rapport. Mais vous trouvez pas que c'est pire en ce moment quand même?
Absolument, c'est exacerbé en ce moment. Depuis 4 ans, c'est Ouais. très, très, très intense. Là, je vois des choses absolument tristes et du monde en détresse. Par contre, je vous dirais que le problème est plutôt systémique. Et ce qu'il faudrait voir ici, c'est plutôt à stabiliser peut-être le marché de manière durable, notamment à travers, oui, un certain contrôle des loyers beaucoup plus efficient, mais aussi à travers le hors-marché, des logements hors-marché, augmenter la proportion de logements hors-marché actuellement, ce qui va créer une pression à la baisse sur le marché et peut-être aussi réduire cette discrimination qui actuellement est exacerbée. Ouais. Merci beaucoup, Maître Daniel Crespo Villarreal, avocat chargé de cours en droit de logement à l'UQAM. Adam Mongrain, en terminant, je pense que, puis je le dis en terminant, mais il va falloir qu'on en parle plus longuement. Mais il y a beaucoup de gens là, qui m'écrivent concernant les aînés qui se font envoyer qui reçoivent des augmentations de loyer qui n'ont juste pas de bon sens, comme Élise, là, qui me dit qu'est-ce qu'on fait des aînés qui ont des revenus de moins de 20 000 $ avec des augmentations de. Elle a reçu 6,66 % là, pour cette année. Elle dit j'ai refusé cette hausse. Bon, j'ai hâte de. Élise, vous me direz là, qu'est-ce qui se passe avec votre dossier. On fera un suivi là-dessus. Mais pour les aînés, c'est terrible. J'ai d'autres cas là, de gens qui m'écrivent, là, puis ils sont anéantis là, par la hausse de loyer. Là, et ils ne savent pas où ils vont aller. Ça, c'est une problématique importante dont on ne parle pas assez. Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai donné une conférence à l'Association québécoise des défense des droits des retraités à Drummondville il y a quelques semaines de ça. Puis il y avait une salle pleine de personnes qui étaient retraitées, qui voulaient entendre parler du registre des loyers, puis qui avaient chacune une lettre dans les mains de leur propriétaire, un avis d'augmentation. Puis après ça, j'ai pris une bonne heure pour discuter avec les gens de leur situation. C'était bien la théorie, mais dans la pratique, ils voulaient savoir quoi faire. Et ça a l'air d'une exagération. Je vous promets, chacune des personnes dans cette salle-là, qui étaient des retraités, des personnes aînées, avait un avis illégal ou non conforme dans les mains. 100% des personnes qui sont à prestations fixes, des personnes qui sont peut-être un peu vulnérabilisées, isolées, peut-être un peu mal à l'aise avec les nouveaux outils, sont dans des situations où est-ce qu'on leur fait signer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Puis, c'est plate pour eux, mais c'est plate pour nous aussi, parce que ces personnes-là, si jamais ils se retrouvent évincés, puis ça arrive, des personnes aînées évincées, bien, évidemment, on en fait tous les frais. C'est un fardeau immense sur la famille. On est obligé de faire une pièce chez nous pour accueillir nos parents parce qu'ils sont jetés à l'extérieur de leur logement. Mais s'ils ne se trouvent pas ça veut dire qu'ils s'en vont où? En CLSC, en RPA, c'est des frais immenses pour la société par rapport à garder les gens chez eux où ils sont bien. Donc, on fait bien de souligner. Et où on sait, Adam, que c'est mieux pour leur santé. Absolument, Ça va éviter qu'ils se ramassent dans le corridor de l'urgence, là. Mais oui, puis dans le corridor d'une urgence, non seulement ils sont pas bien, ça coûte une fortune. Ça coûte beaucoup plus cher que d'essayer de contrôler la situation. On a déjà des lois qui sont supposées fonctionner. Oui, ben ça va être notre prochain sujet. L'invitation vous est déjà lancée, puis j'en profite pour dire aux auditeurs, d'ici là, écrivez-nous vos témoignages. Si vous êtes une personne aînée, si vous en connaissez dans votre famille, je vais vous donner la parole. Je pense qu'on va revenir là-dessus au cours des prochains jours. Là. Moi, ça me préoccupe vraiment beaucoup. Écoutez, il y a un auditeur qui m'écrit « Augmentation cette année qui n'est pas haute, 25 $. Mais il dit, je suis à 20, mais ça compte. Chaque année, c'était ça. Là, il dit, je suis à 20 $ d'être dans la rue. Je m'y prépare. Ça, là, c'est pas rien, là. Des gens qui m'écrivent qui sont à quelques dollars d'être dans la rue, là. Et tu sais, quand on parle de la crise humanitaire, de l'itinérance, là, oh mon Dieu, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Mais c'est ça aussi, c'est qu'on se rend pas compte qu'avec la situation de l'habitation, dont on n'a à peu près pas tenu compte dans le budget d'Éric Girard, là, bien là, il y a des gens qui, dans pas longtemps, vont se ramasser dans leur char, dans leur voiture, et bien après, ça va être la rue, là. Mais tu sais, quand tu es dans ton auto, tu es dans la rue, on s'entend. Il y a quelqu'un qui m'écrit aussi, locataire, 1800 $. Là, vous vous dites, ben il habite à Griffintown ou dans le plateau. Mais pas pantoute. Un 4,5 à Terrebonne, 1800 $. Aïe, aïe, aïe. Incroyable, hein? Et qui dit, quand j'entends un locataire qui est prêt à aller au tribunal pour un 7 $, il doit avoir beaucoup trop de temps libre. Oui, c'est si vous saviez les commentaires que j'ai reçus. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Adam, de nous avoir parlé. Adam Mongrain, directeur du volet habitation de l'organisme Vivre en Ville. On va reparler de ce sujet. On s'arrête ici.